Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur le Kama Sutra du bestiaire pyrénéen, avec la participation de Emmanuel Ménoni, technicien à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour le cerf et le grand tétras, de Patrick Harley, technicien à l'Office national de la forêt, et Dominique Portier, bénévole à Nature Midi-Pyrénées pour l'UJPAET Barbu, Jordi Estève, spécialiste des bouquetins ibériques au parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, Claude Lebasse, spécialiste des fourmis à l'association Antarea, Gilles Potier, spécialiste des euproctes à Nature Midi-Pyrénées, François Prudhomme et Sophie Bareil, spécialistes des chauves-souris au Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Du cerf dans les Pyrénées centrales, c'est un phénomène qui marque vraiment l'automne. Alors en fait, tout commence là aussi par les femelles. Les femelles viennent packager sur des bons herbages où elles peuvent bien s'alimenter. Donc sur ces bons herbages, le fait qu'elles soient là, c'est ce qui détermine le fait que les cerfs sont attirés par ce zone-là pour faire les places de brame et non pas le contraire. Vite, sachez me convoiter, me désirer. En début de saison, ils sont très actifs pour faire respecter leurs frontières avec les mâles qui se sont installés en périphérie. Et donc sur les frontières, c'est toujours là qu'auront lieu les affrontements, qui sont parfois simplement des marches parallèles. Et quand vraiment c'est pas évitable, c'est le combat, souvent entre bêtes de force égale. Et en gros, un pousse l'autre, et celui qui recule trop, en général, il n'insiste pas très longtemps. Parfois, les blessures sont graves, voire mortelles. Et donc là, les femelles n'ont pas l'air du tout impressionnées quand elles sont vraiment fécondables. Elles se laissent approcher par le mâle et qui saillit brutalement. D'ailleurs, c'est assez brutal. Alors, les mâles, ils sont pas très fins. Hein. Lorsqu'une femelle est en œstrus, les manifestations olfactives sont fortes, mais qu'elle n'est pas encore fécondable, ils la harcèlent. Il harcèle, mais elle se dérobe. Donc ça ne va pas jusqu'à des violences. Mais quand même, il y a un peu de harcèlement, hein, si on parlait en langage humain. Mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Pour le JPAET Barbu, les parades nuptiales se déroulent au mois de décembre, à la période un petit peu froide. Et c'est là qu'on a le plus souvent tous les accouplements. Une espèce de cours que fait le mâle à la femelle. Hein. Et souvent, c'est très très attendrissant de les voir quelquefois des heures, hein, posés l'un à côté de l'autre, se regarder. On a l'impression des regards passionnés, se bécoter. Et puis, arrive un moment où il y a l'accouplement. Le mâle, des fois, s'envole, la femelle, souvent, s'ébroue. Mais ils restent très, très proches. On sent que ce sont des oiseaux qui sont appariés pour toute leur vie, qui sont étroitement liés. Leur période de reproduction, c'est 9, 10 mois, 11 mois dans l'année, avec l'élevage du jeune. Et c'est très touchant, leurs amours. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Il arrive également que les JPAET Barbu forment des trios. Le plus fréquent, ce sont 2 mâles pour une femelle. C'est pratiquement toujours le même mâle qui se reproduit avec. L'autre a un peu de difficultés, mais surtout là pour surveiller le site. Et parfois, il arrive à s'accoupler avec la femelle. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper,
me capturer. La particularité des bouquetins, c'est qu'il y a des groupes de femelles et des groupes de mâles dissociés pendant toute l'année, chacun est de son côté. Et le seul moment où les mâles vont venir rejoindre les femelles, c'est justement à cette période du rut. En accouplement, c'est quelque chose qui est très très rare. Par contre, ce qu'on peut observer un petit peu plus facilement et que j'ai pu observer cet hiver pendant la période de rut, c'est les mâles qui essaient de s'accoupler avec la femelle. Donc ils rabattent les cornes vers l'arrière et ils donnent des petits coups de langue pour essayer pour capter les phéromones émises par la femelle. Un comportement chez le bouquetin qui est assez exclusif puisque c'est le mâle dominant, le plus fort, qui va pouvoir avoir accès et couvrir toutes les autres femelles. Donc il va falloir mouiller la chemise pour avoir accès à la reproduction. Pour ça, c'est des combats qui vont avoir lieu entre mâles. Ils vont se cabrer sur leurs pattes arrière et puis se donner des grands coups de tête avec leur front qui est fait en os très dur et très épais. Et ils vont comme ça se donner des coups de tête jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui abdique. Très souvent, c'est les plus gros mâles et les plus âgés qui ont accès à la reproduction puisque c'est eux les plus lourds et les plus forts. Alors, on est en train d'observer ce qui s'appelle un essaimage. Vous avez les mâles qui sont sortis les premiers et qui, en sécrétant des odeurs chimiques, on appelle ça des phéromones, ont recruté tout ce qui était alentour, parfois sur plusieurs kilomètres, dans la même espèce de fourmis. Les reines, incitées par les ouvrières, sont sorties aussi de leur nid. Dans cette prairie-là, on est sur un lieu de rassemblement qui va servir d'aire d'accouplement. C'est-à-dire que les mâles sont à la recherche des reines. Il faut trouver une reine qui soit disposée, disponible, s'accoupler en l'air, qui est quand même relève de l'exploit, même si ce n'est qu'à 2-3 mètres. Ensuite, la reine va se poser au sol, va se débarrasser de son partenaire, chercher un autre mâle parce qu'il va lui falloir, c'est le problème des fourmis, remplir sa spermathèque. Il lui faut un stock de spermatozoïdes conséquent et diversifié pour le brassage génétique. Cette reine, une fois qu'elle sera sous la terre et qu'elle aura fondé sa colonie, plus jamais ne s'accouplera. Elle peut vivre 10, 20, 30 ans sans plus s'accoupler. Voilà. Donc pour pouvoir tenir 20, 30 ans à produire des ouvrières de façon continue tous les ans, il lui faut un stock de spermatozoïdes conséquent. Pauvres mâles, une fois qu'ils se sont accouplés, ils sont devenus inutiles, ils ne servent plus à rien. Leur seul rôle, c'est de fournir le stock de gamètes conséquent aux reines partenaires. Petit corps, petite tête, petit thorax, ils n'ont aucune fonction à part la reproduction. Une fois qu'ils sont sortis du nid, qu'ils ont appelé ce qu'on appelle des princesses, ce ne sont pas encore des reines, parce qu'elles ne sont pas fécondées. Une fois qu'ils se sont accouplés, ils sont devenus inutiles, des petites mandibules qui ne leur retirent la capacité à se nourrir par eux-mêmes, ils sont abandonnés à leur destin, c'est-à-dire que soit ils vont mourir de faim, puisque personne ne peut les nourrir, soit ils vont servir de nourriture pour toute forme de prédation. Les zooproctes, quand ils s'accouplent, en fait, plus rien n'existe. C'est-à-dire que vraiment, ils sont complètement à leur affaire et plus rien ne les préoccupe. Souvent dans des épaisseurs d'eau relativement peu importantes, plutôt de nuit, hein, parce que comme la plupart des amphibiens sont des espèces à dominante nocturne. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Les accouplements sont effectivement d'une durée incroyable, puisque ça se chiffre en heures, plusieurs heures. Ils ont la particularité, comparativement par exemple aux tritons, de présenter une véritable étreinte des partenaires. C'est-à-dire que les queues s'enlacent les unes autour des autres, et le mâle et la femelle restent comme ça, enlacés pendant de longues heures. Pas trop vite. La reproduction va se faire à l'automne. L'hiver, c'est une période de repos total pour les chauves-souris, puisqu'elles n'ont plus les insectes pour se nourrir, elles hibernent. Et donc pendant ce temps-là, les spermatozoïdes restent dans l'utérus de la femelle et attendent sagement le printemps pour féconder les ovules. Donc il y a toute cette fécondation différée qui fait que c'est un cycle très particulier, avec une gestation qui ne commence qu'à la fin de l'hiver, mais une reproduction qui se fait dès l'automne. C'est une période de rencontre, avec des sites de rencontre, des boîtes de nuit à chauves-souris, où des cavités qui ne vont pas avoir de chauves-souris ni l'été ni l'hiver vont tout d'un coup être fréquentées par plein de chauves-souris qui ne sont là que pour se rencontrer et se reproduire et s'accoupler.
Donc on va voir à ce moment-là des couples se former, des chauves-souris se poursuivre gaiement, les unes derrière les autres, généralement par deux, et à certains moments s'accoupler. Mais l'accouplement ne se fait pas en vol, ça se fait poser. C'est le mâle qui va s'approcher de la femelle et qui va prendre les choses en main en enserrant la femelle et avec un accouplement qui est très rapide, qui ne dure pas très longtemps et qui peut passer d'une femelle à l'autre dans la même nuit ou en tout cas dans la même saison. Aucune fidélité entre les mâles et les femelles chauves-souris, que ce soit d'une année à l'autre, mais même au sein de la même saison de reproduction. Allez-y. Déshabillez-moi. Il y a aussi des accouplements qui se font en plein hiver. Et on a observé ça avec un collègue qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. En faisant un comptage hivernal, il a vu 2 chauves-souris qui bougeaient. Et en fait, le mâle était en train donc, de s'accoupler avec la femelle qui était endormie, puisqu'elles sont en léthargie en plein hiver. Il a été un peu trop brusque, je pense. Il a fait tomber la femelle, qui a tournoyé, qui par réflexe a ouvert une aile et elle a tourné comme une feuille pour atterrir au sol devant les pieds de mes collègues, qui ont été un peu stupéfaits de voir cette scène-là, qui est assez rare quand même. Et donc, ils ont raccroché la femelle. Donc ça se fait, on a déjà observé, et c'est assez connu, qu'il y a aussi des accouplements dans les mâles qui en profitent aussi l'hiver, pendant que la femelle roupille. Me désirer. Le grand tétras, c'est la plus grande gallinacée sauvage d'Europe. Alors sur la place de champ, donc, les mâles viennent la visiter bien plus tôt que les femelles. Ils viennent dès la fin de l'hiver, ils viennent s'assurer qu'ils auront une place et une bonne place. Les mâles au top niveau de la hiérarchie sont plutôt au milieu et en périphérie on aura les subalternes. Quand les femelles sont prêtes à venir, c'est-à-dire que leur grappe ovarienne elle est apte à recevoir le sperme, alors elles vont venir seulement à ce moment-là, elles vont venir visiter. C'est elles qui choisissent. Et on voit très bien les femelles qui se promènent et tous les mâles sont très émoustillés, c'est assez amusant de voir ça. Ils vont essayer d'intimider leurs voisins de force égale par des attitudes menaçantes, en déployant la queue, en faisant des manifestations vocales et aussi des coups d'aile assez sonores. Parfois en allant jusqu'à des combats qui peuvent être mortels, c'est rare mais ça arrive. Et finalement, c'est elles qui choisissent. Sur le territoire du mâle dominant ou éventuellement du co-dominant si c'est une grosse place de champ. Ces deux-là auront l'avantage d'avoir toutes les femelles de la population pour s'accoupler. Dès que les accouplements considèrent qu'elles ont exercé, elles repartent, elles quittent la place de champ, pas forcément pour toujours, mais en tout cas elles vont rapidement sur le site qu'elles ont présélectionné, repéré pour y poser leur nid. Et 3 jours après, elles vont déjà poser leur premier œuf. C'est elles qui choisissent. Déshabillez-vous. Le Kama Sutra du bestiaire pyrénéen. Ont enrichi ce carnet les extraits musicaux de Déshabillez-moi par Juliette Gréco et Taj Mahal India par Jean-Luc Lacheneau. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.